panélistes de façon formelle. Un peu de contexte. Nous, il y a plusieurs agences, initiatives locales, régionales, tant qu'internationales, qui œuvrent sur le terrain présentement pour voir la traçabilité et la certification des minerais, surtout l'or, l'étain, la wolframite et le coltan, pour s'assurer que ça n'alimente pas les conflits. Donc, nous travaillons de près avec la CRGL, comme le contrôle et la bonne gouvernance dans le secteur minier, c'est une priorité, ainsi que la priorité sur la prévention des violences sexuelles. Nous travaillons de pair avec la CRGL au niveau du secrétariat et des États membres pour faire ce travail de bonne gouvernance, de tracer et de certifier afin de s'assurer que ces minerais n'alimentent pas les conflits. Dans ce travail, on s'est rendu compte que toutes les questions par rapport au genre sont négligées. C'est pas que c'est fait de façon... c'est pas conscient nécessairement, mais c'est une industrie qui était très masculine, disons, et c'est des questions où on est en train d'établir des systèmes, des structures pour le contrôle, et on voit très souvent que la participation des femmes est minime. Donc, ce que nous voyons comme étant urgent, c'est tout d'abord d'avoir des informations, de la preuve, de mieux comprendre comment les femmes et les enfants œuvrent dans ce domaine, surtout du côté artisanal, à partir du puits minier jusqu'au point d'exportation. Est-ce qu'ils sont dans les puits? Est-ce qu'ils font le commerce? Est-ce qu'il y a la prostitution? Est-ce qu'ils sont en train de laver les minerais? Est-ce qu'ils font le transport? Est-ce que c'est un transport transfrontalier? Mais le contexte, c'est que ce sont des environnements qui sont très criminalisés. Donc, est-ce qu'elles sont plus vulnérables? Et quel est le lien avec la violence sexuelle? Est-ce qu'on peut avoir des preuves ou des informations de base pour voir si nos efforts dans le secteur de bonne gouvernance des minerais portent vraiment à une amélioration de leurs conditions de vie et de leur sécurité de jour en jour? Donc, c'est dans cet esprit que nous avons développé, nous avons proposé ce panel, peut-être comme une porte d'entrée dans une recherche qui serait peut-être nouvelle. Parce que d'après nous, ces informations n'existent pas. Surtout dans le domaine de l'or, le secteur olifère, où la valeur est très très élevée et très très criminalisée. Donc, comment est-ce que les femmes sont affectées? Nous lançons du travail à l'oriental sur cette question, la formalisation du secteur minier, accès au marché, et que le marché vienne vraiment acheter, s'assurer que les minerais qu'ils achètent sont non conflictuels, dits non conflictuels. Où est la femme dans ce contexte? Donc, et une autre préoccupation ou observation que nous avions, c'est que du point de vue du lobbying, du plaidoyer, on voit, je veux dire, surtout à l'extérieur, qu'on se sert souvent de l'angle ou de l'aspect violence sexuelle comme un hook, je ne sais pas comment dire ça en français, pour ancrer, pour attirer les gens du point de vue émotionnel, surtout à l'extérieur, afin on les amène à la discussion sur la question des minerais de bonne gouvernance, mais souvent on ne fait aucune connexion entre ces deux éléments où on comprend vraiment la réalité des femmes sur le terrain. Donc souvent on se sert des questions des femmes, des expériences des femmes, des violences sexuelles comme une tactique pour avancer un autre agenda qui est nécessairement pas nuancé ou n'a pas les mêmes objectifs que les femmes et les hommes qui travaillent sur des questions de violence sexuelle. Donc, d'après nous, nous nécessitons quand même des preuves pour mieux comprendre le lien entre les violences sexuelles et les secteurs illégaux, surtout par rapport aux minerais de conflit et le commerce transfrontalier. Mais il y a aussi autres possibilités qui seraient peut-être urgentes à rechercher.
C'est juste une petite introduction, peut-être un contexte pour expliquer comment on est venu à préparer ce panel et comment ça retouche la question d'économie, qui est quand même un facteur ou des aspects qui créent le contexte dans lequel les femmes peuvent être plus vulnérables. Bon, je crois que nous allons passer aux présentatrices. Nous avons des femmes qui ont des expériences qui sont très riches sur ces questions, où on pourrait peut-être lancer un débat par la suite, de voir si c'est vraiment un aspect qui intéresse aux chercheurs ou si c'est vraiment vu comme étant une priorité. Mais c'est quelque chose qui est nouveau pour nous, qui est ressorti et on pourra en discuter. Donc, je crois comme j'aimerais inviter Mme Léonie Kiangou de l'ITE, qui est la coordinatrice nationale, c'est bien ça le titre? Projet de renforcement des capacités. D'accord. Pour faire sa présentation sur l'élocution pendant quelques minutes. Merci Léonie. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par faire un panorama des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Je vais faire un effort pour parler de ce que je parle rapidement. En fait, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui possède de réserves de minéraux de premier rang mondial. Et ce soit dans le secteur minier, elle regorge une diversité de minéraux. Mais néanmoins, ce secteur est régi par la loi numéro 007 du Conseil de 2002 portant code minier, et aussi par les règlements miniers qui est édité par les décrets numéro 038 par 203 du 26 mars. Et il y a aussi des codes d'investissement. Tous nous savons que le Congo est un pays qui est appelé comme scandale géologique. Mais c'est aussi un pays contracté par les guerres, par les violences sexuelles, par la corruption et par tant de mots parfois qui sont vrais et qui sont aussi vrais. Je vais commencer par vous faire un panorama des minéraux de la République démocratique du Congo. Comme ça, vous allez un peu comprendre ce que notre sœur Joanne venait de dire, pour puis retomber pourquoi il y a la guerre en République démocratique du Congo. C'est quoi exactement ces minéraux qui font faire la guerre en RDC? La République démocratique du Congo est subdivisée en 11 provinces. Nous avons la province de Bandundu, vous retrouvez la forêt, vous retrouvez les diamants, vous retrouvez l'or. Mais cette province est encore non exploitée aujourd'hui, pratiquement une réserve. Nous avons la province du Bas-Congo. Vous avez les bauxites, vous avez les calcaires, vous avez la phosphate, vous avez les vanadium, nous avons les diamants. Il y a de l'or, le cuivre, le plomb, les zinc et le pétrole. Mais dans cette province, ce qui est beaucoup plus exploité, c'est le pétrole et la bauxite. L'Équateur. À l'Équateur, vous avez le fer, vous avez le cuivre et ses associés, l'or, les diamants et la forêt. Ce qui est beaucoup plus exploité dans cette province, c'est le bois. Et c'est le bois de l'Équateur également qu'on a un problème, parce que exploité à l'Équateur, ça sera transmis par la République centrafricaine, par la forêt. La province orientale, les Indiens parleront en profondeur, nous avons l'or, les diamants, le fer et la forêt. C'est l'or qui est mis en avant pour l'exploitation, mais aujourd'hui il y a aussi la cassiterite qui a été découverte en province orientale. Les Kasaï orientales, nous avons les diamants, nous avons les fers, l'argent, les nickels, les teintes, le cuivre, mais c'est beaucoup plus les diamants qui est beaucoup plus exploité. Et nous allons voir que dans cette province, on va voir quelles sortes de violences que les femmes sont en train de subir. Kasaï occidental, nous avons les diamants, nous avons l'or, manganèse, chrome et nickel. Les Katanga, qui est la province et région du monde le plus riche en cobalt, avec 47% des réserves mondiales. Deuxième rang mondial des réserves de cuivre, derrière le Chili. Les germanium également, il y a les zinc, il y a l'or, l'argent
la tantalite, la casitérite, manganèse, platine, palladium, calcaire, uranium, charbon. Les Nord Kivu. Les Nord Kivu, nous trouvons de l'or, nous trouvons le libium, la tantalite, la casitérite, le béryl, la tungstène, monazite, la platine, il y a les diamants, la tourmaline, amestite, gaz, pierres semi-précieuses. Mais c'est beaucoup plus la tantalite et la casitérite qui est mise en exergue. Le Sud Kivu, on retrouve également l'or, les libium, c'est comme pratiquement le Nord Kivu. Et les maniements, les thym, les diamants, la casitérite et le coltan. Pourquoi nous parlons du panorama de ressources naturelles en RDC? Parce que nous devons faire la connexion de l'exploitation de ressources naturelles avec la situation de violence que les femmes subissent. À quoi servent ces métaux issus du coltan? Parce qu'aujourd'hui c'est le coltan. Les coltans et la casitérite servent à fabriquer des appareils électroniques tels que les lecteurs MP3. Aujourd'hui, c'est à la mode, tout le monde a un MP3. C'est l'avancée de la technologie. Nous avons également les métaux extraits du coltan, de la casitérite et de la wolframite qui entrent dans la fabrication des appareils électroniques tels que les téléphones. Si nous faisons marche en arrière il y a 10 ans, c'était les téléphones fixes dans nos maisons. Pour parler, je ne sais dans quel pays, demandez pas aller à la folie. La communication était difficile. Mais depuis 10 ans qu'on a découvert la casitérite, la wolframite et les coltans, tous nous avons 2 ou 3 téléphones entre nous. Nous ne posons pas la question de savoir la prolifération des téléphones, des appareils, des ordinateurs. À quel moment cette technologie s'est développée et quelle est la matière qui entre dans la fabrication de tous ces téléphones, des ordinateurs, de tous ces avions. Aujourd'hui, c'est dans la casitérite, wolframite et la Nous allons en parler un peu plus loin quand nous ferons le rapport entre violence sexuelle et ces produits. Nous avons les thym, qui est extrait de la casitérite qui sert à fabriquer des boîtes de conserve. Il faut conserver la sardine. Et conserver tout ce que nous mangeons, on doit le mettre dans des boîtes. D'où vient cette matière? C'est un produit qui est extrait de la casitérite. Le Canada, la Russie en a. Mais on en trouve en grande quantité en République démocratique du Congo. Comment en avoir? C'est le grand problème. Et vous le trouvez dans les collines du nord, du sud, toujours humanement, aujourd'hui, en Kisangani. Et si vous regardez de très près, c'est l'axe où il y a la guerre. C'est l'axe où il y a les violences sexuelles. Il faut ces produits pour fabriquer des appareils électroniques. Il faut ces produits pour faire les téléphones. Et pour en avoir des entreprises, les sociétés internationales, les États, ce n'est pas par la collaboration bilatérale, mais c'est par les guerres fabriquées de toutes pièces. Il faut en avoir de toute manière. Je vais passer de ce qui est du produit de la production du cobalt de cuivre. Mais c'est quoi ces économies parallèles dont on parle? Je vous ai dit au départ que l'extraction minière en RDC est réglementée sous 2 angles. Nous avons l'angle édicté par les codes miniers de ces mesures d'application. Et l'angle illégal qui capte les activités des artisanaux clandestins, qui est régi par le travail au noir, par des délits économiques et sociaux énormes, ainsi que par des activités criminelles, qui sont à la base de différentes violences, dont celle des femmes dans le secteur minier. C'est ce secteur qui échappe à la réglementation. En termes simples, le coltan, wolframite et la tantalite est extrait par les femmes à la main, par la main. Ce n'est pas industrialisé. C'est ces femmes qui vont chercher ces minéraux-là dans des zones avec rumeur pour dire là il y a le coltan. Mais c'est quoi exactement ces coltans-là? Comme tout le monde veut faire du commerce, il y a la pauvreté, tout le monde se rit à la matière. Alors, comme ce n'est pas réglementé, où la loi est là, mais dans cette zone-là, troublée par des guerres depuis aujourd'hui plus de 10 ans, c'est tout le monde qui se focalise là-dedans, dans cette zone. Il y a des sociétés qui veulent vraiment de la tantalite, du wolframite et de la casitérite, qui soutiennent l'achat
des artisanaux, et qui viennent dans des entonnoirs de nuit, qui maintenant viennent acheter au sein de ces populations locales qui ne connaissent pas les prix réels de la marchandise, qui ne connaissent pas exactement ce qui doit coûter la tonne au niveau international. Et la plupart, ce sont des femmes. Des femmes qui sont butées par la pauvreté, qui sont butées par la guerre et qui doivent survivre. Qu'est-ce qu'elles font? Je vais chercher la compagnie, je vais comprendre comment ça se passe. Et quand elles s'amènent dans le site d'extraction, ne connaissant pas la matière, elles doivent maintenant s'attacher à quelqu'un qui peut lui expliquer c'est quoi exactement cette matière. C'est là où commence le mariage de fait, c'est là où commence la prostitution, c'est là où commencent les violences faites à la femme. Les États également, à travers nos États voisins, ce sont également ces entreprises qui doivent avoir cette matière première, qui passent par les Kenyans, par le Rwanda, par le Burundi et par l'Ouganda. Et c'est par là où la matière est en train de traverser. C'est également les seigneurs de guerre qui sont là, qui vous disent nous revendiquons nos droits en tant que Congolais. Mais vous n'êtes pas les seuls Congolais à revendiquer vos droits. Qui entrent dans ces sites en vue d'extraire le minerai et qui appuient les militaires. Mais tout ça au détriment de populations locales qui, dès le départ, vivent dans ces sites miniers. Et quand ils arrivent dans des sites miniers, ce sont les femmes qui sont les plus fragiles. Au début, c'est vrai, c'était la guerre ethnique qui était mise en avant. On dit que c'était les Congolais qui se battaient entre eux. Mais de plus en plus, plusieurs rapports ont démontré que ce n'était pas la guerre des Congolais entre eux, mais il y avait aussi l'international. Et comment faire la traçabilité depuis les points d'extraction jusqu'à la consommation finale? Il y a encore un problème. Cette femme qui est allée dans le site, qui a extrait la casitérite, qui doit prendre le sac, qui doit faire autant de kilomètres pour aller vendre, mais au milieu, il y a également des militaires qui font la loi. Vous devez payer des taxes à toutes les postes que vous passez. Et c'est toujours la femme qui subit toute cette violence. Quand on arrive dans nos villages et qu'il y a la casitérite, quand on ne sait plus démontrer la guerre ethnique, la guerre entre tribus, qu'est-ce qu'on fait? Je dois matraquer les populations, je dois vous faire fuir. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à violenter les femmes. C'est là où nous faisons les liens, dans cette partie de la République démocratique du Congo, entre la casitérite, les coltans, et la violence sexuelle faite à la femme, qui n'est qu'aujourd'hui une conséquence de l'extraction minière, de ce produit qui fait la ligne à travers le monde, qui permet aux entreprises de se faire de l'argent. Quand ils achètent, ils en mettent dans des entonnoirs, en retour, dans leurs avions, ce sont des armes. Parce qu'on ne se pose pas la question, au fait, d'où viennent les armes que tu remets? Ça passe par où? C'est tous ces agents de bourse qui vous amènent des armes. Alors, malgré les larges éventails de problèmes et des difficultés que toutes ces femmes d'exploitation minière artisanale, c'est l'un des moyens de subsistance le plus important de la RDC. Plus de 2 millions de trésors. Que ce soit des diamants. Alors, l'artisanat aurait joué un rôle potentiellement important dans l'économie du pays si la société et ses pratiques, sa réglementation, son impact pouvaient être améliorés. On ne pouvait pas projeter des choses, mais vous allez voir dans le flash disk que nous avons montré les circuits de la vente du coltan. Il y a tout un circuit de la vente qui tombe dans des sociétés qui, par exemple, les sociétés Nio, Nokia, dans plusieurs rapports ont été cités. Vous avez iPad aujourd'hui, vous avez HP, vous avez Sony Ericsson. Ce sont des sociétés qui, en définitive, utilisent le produit du coltan. Je ne l'invente pas, mais ce sont des rapports qui ont été publiés. Alors, tous ces commerces transfrontaliers faussent les jeux de la libre concurrence par rapport aux activités légales. Ça fragilise l'État. L'État est maintenant sur deux fronts. Faut-il finir la guerre? Faut-il réglementer par l'extraction minière, pas minière? Il y a un problème.
Ça réglemente maintenant le travail au noir, soit du fait de l'intégration des sommes qui provient des activités délictives et criminelles, qui cherchent maintenant à se réinvestir pour blanchir l'argent. L'extraction artisanale également est associée à des impacts socio-négatifs. Vous allez voir que dans le site minier, où là où les femmes et les hommes font l'extraction, il y a beaucoup de mouvements migratoires. Mais la toxicomanie, le problème de santé, merci, le travail des enfants, la discrimination sexuelle, violence sexuelle s'accentue. Et là, la plus faible, c'est la femme. Qui la protège? Il y a une loi, mais qui contrôle qui? Alors, Jean vient dire une chose, quand la Kalachnikov c'était en République démocratique du Congo, le sexe de la femme devient l'arme de la guerre. Là, hier, on a débattu du problème de violence sexuelle ici. En fait, en République démocratique du Congo, c'est ce que je sais. Même si le sexe est quelque chose d'original que Dieu lui-même a créé, mais on n'exhibe pas le sexe en République démocratique. Mais aujourd'hui, ce sexe de la femme est devenu l'arme de guerre. Il faut à tout prix fragiliser cette population qui vit dans un territoire où il y a des minéraux que moi, entreprise, je voudrais avoir pour mon épanouissement, pour mon entreprise, pour mon téléphone, pour mon commerce. La femme congolaise n'est pas tellement protégée malgré la loi. Dans certaines zones d'exploitation minière, on observe également un grand nombre de soldats en activité, même de démobilisés. Vous avez amené les seigneurs de guerre, vous les avez abandonnés là. Cet homme que vous avez déplacé pour des raisons X de guerre se retrouve 10 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'il fait? Pour assoupir ses besoins, il va violenter une femme que vous n'avez pas payée. Ces soldats également, lui aussi, entre dans le puits d'extraction. Parce qu'il voit ce que vous-même, en tant qu'autorité, vous êtes en train de faire. Quand lui-même commence à faire le commerce, on ne peut pas dire à ces soldats, non, vous ne devez pas faire le commerce du coltan. Au lieu de sécuriser la population, c'est ces soldats lui-même qui se versent dans le commerce du coltan. Même les Nations Unies, plusieurs rapports l'ont démontré. Au lieu qu'ils viennent sécuriser la population, non, ils sont là en train d'observer. Ils observent quoi? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que les Nations Unies ont observé en République démocratique du Congo dans la partie Est? Quand il y a la guerre sur le premier parti, à laisser la population à leur compression. C'est quoi ces mandats des Nations Unies pour dire vous observez? On observe qui? On observe quoi? C'est toutes ces questions que nous devons nous poser. Alors, nous allons nous poser des questions. Que faire pour arrêter la guerre? Devons-nous continuer à pleurnicher pour dire la violence sexuelle? Quel plaidoyer les femmes et les hommes réunis dans cette salle, l'université de Cap-Town et plusieurs universités qui font des enquêtes de terrain, quel plaidoyer pour que le retrait de troupes, tant nationales qu'internationales, puisse quitter la partie est de la RDC et que la paix revienne? Quel mandat des Nations Unies pour la fin de la guerre? Avons-nous le pouvoir, nous les ONG, nous les universités, nous les ONG, de faire un plaidoyer pour que le mandat des Nations Unies soit un mandat de la protection des populations? La RDC, membre des Nations Unies, ça signifie quoi ces Nations Unies exactement? Et enfin, quel rôle et quelle place que la femme dans la sous-région doit jouer pour que nos États à terre alignés collaborent pour la fin de la guerre? À ma conclusion, la collaboration est tellement nécessaire entre les États parce que l'affaire de violence sexuelle, l'affaire de commerce illicite, l'affaire de tout ce qu'il y a comme spoliation des terres, c'est l'affaire des États. Si aujourd'hui, le chef de l'État, que ce soit du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, du Congo se lève pour dire aujourd'hui, fini les violences sexuelles, la guerre s'arrêtera. C'est question de volonté politique. Avons-nous la force, nous, de faire un plaidoyer? Je termine par là. Merci. Merci, Léonie.
Je vais peut-être changer à l'anglais afin de donner un petit repos à l'interprète. Okay. I should stress, thank you for your presentation. I think it's a good kickoff to this discussion. I should stress that one of the reasons why this panel is Congolese focused is because the definition of conflict minerals in the region, internationally, and now in American law is centered around the Democratic Republic of Congo. And the prohibition of conflict minerals from that country also affects neighboring states. But DRC is at the center of it, at least in legal terms, and in many of the initiatives to address conflict minerals in the region at the moment. So the presentation, of course, stressed how rich the country is in natural resources, but also made the connection to how these minerals find their way into the products that we consume. And so there is a link to the international market and to our consumption of technology, telephones, laptops, and there's a great deal of advocacy internationally around this because many of the parts in these electronics, we find gold, coltan, tin, and tungsten. She also actually made reference to the memory stick, and I just want to make reference to it as well because many of the documents in support of this panel and the other panels are on that memory stick, so I encourage you to read them and look them over. It will provide additional information. And now before we go on to the next panelist, I want to draw your attention as well to the questions. I forgot to do this initially, but the questions in the agenda that were used to guide both the presentations and the discussion to follow. These are, what are some of the dynamics around women in borders that you are seeing? What are some of the dynamics around women in these shadow economies that you are seeing in your work area? Are there people and organizations doing similar or related work that you know of? And this would be of particular interest, beyond the Congo. Who else in Africa is working on these issues of women and these shadow economies, especially as it relates to natural resources? I think there are a lot of individuals who are working on land issues, and this is integral to that as well. Are there points of comparison between the situations you're familiar with? Are comparisons between DRC Congo and other contexts useful? If so, in what way? And what research directions or issues do you see emerging from this discussion? So those are framing both the presentations, but hopefully the conversation afterwards. I would remind the panelists that they have 15 minutes to speak. I don't think I said that at the outset. And if you see me waving frantically, it's because you have 5 minutes left. Okay? So, quand je fais ça, c'est à cause qu'il y a juste 5 minutes dans la présentation. Non, vous avez 15 minutes, mais une fois qu'il y a juste 5 minutes, je vais faire ça juste comme avertissement. Ça fait que je vais être très strict. Parce que comme le temps presse, la journée a été raccourcie. I would now welcome Ariane Badesire, who is from Bukavu in South Kivu, and she's a researcher with the Catholic University in Bukavu. Welcome, Ariane. Merci pour la parole. Je vais juste présenter d'abord les contextes généraux dans l'objectif de mettre un lien entre la théorie et les faits observés dans le cadre du commerce parallèle transfrontalier. Et là, on va juste observer dans la théorie qu'on est dans des articles, on montre que la pauvreté au niveau mondial est de 47%. Et le facteur qui explique plus la pauvreté dans le monde, c'est la discrimination par le sexe. Et donc, certains auteurs ont prouvé que la pauvreté devient quoi? Féminine. Plus exposée à la pauvreté que les hommes. Donc, 70% des femmes sont pauvres dans le monde. Et en Afrique du Sud, on a trouvé que le ménage dirigé par les femmes sont plus pauvres que le ménage dirigé par un homme. Donc 60% de ces ménages étaient pauvres
tandis que pour les hommes, c'était 30% qui étaient pauvres. Maintenant, pourquoi la pauvreté peut être féminine? La pauvreté est féminine, pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas accès à l'éducation. Donc vous trouverez le ménage, donc une femme qui n'a pas étudié, elle a une famille nombreuse, donc beaucoup d'enfants, et ces enfants, comment elle va les éduquer? La plupart de ces enfants abandonnent l'école, ne finissent même pas l'école primaire. Et la femme là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher des activités de survie. Comment elle va nourrir sa famille? Et ces activités poussent cette femme à quoi? Quelquefois à des violences ou bien des traitements qui sont inhumains. Le deuxième facteur, c'est quoi? Le chômage. On trouve que les femmes sont plus au chômage. Pourquoi? Les entrepreneurs disent quoi? Moi, je ne peux pas engager une femme parce que pour mettre au monde, elle aura un congé de maternité. Et là, c'est un manque à gagner pour les entrepreneurs. Donc, les femmes sont exclues du marché du travail. Et ces femmes-là n'ont pas accès à la terre aussi. On est dans une famille, il y a des garçons et des filles. Une fois que tu es marié, on te dit quoi? Non, toi, tu n'as pas quelque chose dans ta famille. Donc, on ne peut pas te donner même une portion de terre. Donc, on te dit que non, tu dois dépendre de ton mari. Alors que le mari aussi, dans sa famille, ils ont aussi d'autres conceptions. Donc, ça conduit aussi à la pauvreté de la femme. Et là, si tu n'as pas de terre, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas un travail, comment tu vas faire pour accéder à l'investissement? Parce que là, il faut une garantie. Et tu n'as pas de garantie. Ça aussi, ça conduit la femme à la pauvreté. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette pauvreté féminine. Mais on a aussi observé quoi? Que dans des situations de conflit, les femmes sont livrées à elles-mêmes. Soit ce sont des femmes veuves, comment elles doivent faire pour survivre? Elles doivent militer pour la survie de ses enfants, pour l'éducation et autres. Et dans ces cas, ces femmes-là recourent au commerce informel ou commerce parallèle, appelé aussi commerce parallèle. Donc, et ces commerces sont caractérisés par quoi? Par la pauvreté. Donc la plupart des gens qui sont dans ces commerces ont un revenu qui est très faible. Donc la pauvreté les caractérise. Il y a aussi le chômage. Il y a aussi la crise, les taxes. Maintenant, ces facteurs, on peut trouver une corrélation qui est positive entre le commerce parallèle et différents facteurs. Par exemple, la réglementation. Si la réglementation est lourde, le commerce parallèle sera aussi comment? Sera aussi lourd. Les niveaux plus élevés de la corruption, c'est ce qu'on observe dans la plupart des pays africains. Donc la corruption vraiment à un niveau très élevé. Et là, ça pousse les gens à faire quoi? Quand on parle de la corruption, donc c'est dans les commerces qui est parallèle ou informel. L'environnement juridique qui est plus faible aussi est corrélé au niveau du commerce parallèle. La réglementation pas stricte du marché du travail. Donc on recourt toujours aux histoires qui sont informelles dans ces cas. Maintenant, les femmes, comme on trouve que dans les secteurs informels, c'est facile d'y accéder, donc tu peux y entrer quand tu veux et tu sors quand tu veux. Donc ce sont les femmes qui sont plus dans ces secteurs informels. Et là, il y a un tableau que j'ai trouvé dans un rapport de 2005 qui montre le ratio entre l'informel et le secteur formel pour différents pays de l'Afrique de l'Est. Et pour la RDC, ce ratio est plus élevé, c'est de 4,91, tandis que pour le Rwanda, c'est 0,26, ce qui montre qu'en RDC, les gens sont plus dans les secteurs informels que dans le secteur formel. Et donc, ce secteur est caractérisé plus par quoi? Par le petit commerce exercé par des femmes, soit 50% de femmes exercent ces petits commerces informels. Et
Et ces 50% est représenté aussi dans la plupart des pays africains. Maintenant, les caractéristiques par sexe du secteur informel en Afrique orientale et australe, cet accord nous pousse à dire quoi? Que les femmes sont plus exposées dans les secteurs informels non agricoles. Et quand on parle du secteur informel non agricole, on voit le petit commerce, l'artisanat et autres. Et en RDC, c'est 59% des femmes qui sont dans les secteurs non agricoles, alors qu'en Afrique du Sud, c'est 20,4%. Et au Kenya fait une différence, c'est 71%. Donc vous trouvez qu'en Afrique, le secteur informel est plus dominant que le secteur formel. Maintenant, en 2010, nous avons mené avec la Banque mondiale, donc la Banque mondiale avait financé une enquête en 2010 à l'université pour juste arriver à savoir quelles sont les conditions que traversent ces femmes qui passent la frontière matin et soir. Et là, on a trouvé quoi? Que ces femmes qui sont dans les commerces, leur revenu est faible. Et le revenu du commerce informel, c'est la seule source de vie pour leur famille. Donc sans ces commerces, elles ne peuvent pas survivre, si je peux parler ainsi. Mais aussi ces femmes font quoi? Ils font la lutte jour pour jour pour accroître leurs activités, malgré que ces activités sont informelles. Et là, la majorité de ces femmes qu'on a enquêtées, à 85% étaient des jeunes femmes. L'âge moyen était de 32 ans. Et l'expérience qu'ils ont dans ces secteurs était en moyenne de 5 ans. Et là, on trouve quoi? Que la majorité des officiers qui sont aux frontières sont des hommes. Si la majorité sont des hommes, donc les femmes aussi sont exposées à beaucoup de choses là à la frontière, comme la violence. Et les commerçants n'arrivent pas à s'y prendre. Le capital initial de ces femmes est trop faible. Donc vous trouverez une femme qui traverse, on prend l'exemple Bukavu, Tchangougou, qui a un capital de $10, donc elle n'a même que quoi des légumes pour vendre sur le marché à Bukavu. Donc ça amène à pratiquer soit la fraude pour arriver à survivre, ou bien accepter n'importe quelle condition pour la survie de la famille. Maintenant, le risque qu'on a trouvé sur le terrain était que ces femmes-là payent des bons de vin aux officiers. Et c'était à 85%. Donc, pour passer, toi, tu ne connais pas la réglementation à la frontière, de procédure. À la frontière, tu ne maîtrises pas, toi, en tant que femme. Donc, tu es obligé à payer, à corrompre les officiers. Avant de payer un 100 francs pour entrer au Rwanda, mais est-ce que ces 100 francs, on doit nécessairement le payer? Et quand tu viens avec ta marchandise, tu dois payer des frais alors que tu ne connais même pas la taxation est à combien. Donc l'ignorance de la réglementation fait que ces femmes continuent à payer des pompes de vin à la frontière. Il y a la confiscation de biens. Donc toi, femme, tu ne connais pas la réglementation, on t'exige de faire quelque chose, tu te dis, moi je ne suis pas en mesure de le faire. On te confisque et c'est, tu es parti chercher. C'est un problème observé. En 2010, on a observé aussi des cas de violences sexuelles qui s'observaient au niveau de la frontière, surtout par les agents. Et il y a aussi de menaces que ces femmes pourraient aussi. Et des comportements insolents. Donc ces femmes, comme ils ne connaissent pas la loi, quand on les exige quelque chose, elles sont insolentes. Parfois, ils s'injurient, ils parlent de n'importe quoi. Et ces femmes étaient même frappées au niveau de la frontière. Maintenant, après ces enquêtes, la Banque mondiale a sorti un rapport et la Banque mondiale s'est présentée au gouvernement pour exposer les faits qu'on a retrouvés sur le terrain. Et en 2011, on a encore rentré sur le terrain pour voir le niveau maintenant. Est-ce que les conditions se sont améliorées ou pas?
a encore effectué des enquêtes, on a observé que le niveau de la violence au niveau de la frontière était quand même réduit. Pourquoi? On a supposé que les agents à la frontière avaient eu peur de la Banque mondiale parce que la Banque mondiale tenait vraiment à ce que cette violence-là cesse au niveau de la frontière. Mais les femmes ont signalé quelque chose en disant que la violence s'observe encore au niveau de la frontière, mais ce n'est pas pour les femmes qui traversent pendant la journée, mais surtout pour les femmes qui traversent la nuit. Ils ont des produits, donc ils veulent passer par faute. Et là, ces femmes-là sont obligées à accepter n'importe quelle condition. Elles demander non, tu dois faire ceci, tu dois coucher avec moi. Et la femme-là accepte. Pourquoi? Parce que les niveaux de vie aussi ne l'encouragent pas à éviter ces conditions. Il y a aussi une deuxième chose qui a été observée en 2011 et que ces femmes continuent à payer ces bons de vin parce que ces femmes ont resté dans l'ignorance. On n'a pas mené des actions pour aider ces femmes à connaître qu'est-ce qu'est la loi, qu'est-ce qu'elles doivent faire au niveau de la frontière, quelle est la procédure à la frontière. Donc, le niveau de la corruption est resté là, donc élevé aussi. Et ces femmes, au niveau de la province du Nord Kivu, se sont plaintes comment? En disant que non, les femmes, donc les commerçants rwandais, et arrivent dans notre province et passent porte à porte pour vendre leurs produits. Et quand elles passent porte à porte, elles sont obligées de finir ce qu'ils sont venus vendre dans notre province. Et pour le finir, le soir, ils font quoi? Elles baissent le prix. Quand elles baissent le prix, notre bénéfice aussi sera conséquent. Donc, les consommateurs qui devraient aller au marché acheter des produits vont accepter de prendre des produits qui est moins cher au lieu d'aller au marché. Et pour cela, j'ai suggéré quelques pistes de solutions pour aider quand même ces femmes qui restent dans l'ignorance. Si on pouvait même faire de formation, parce que les femmes ne sont pas dans des associations, on peut faire les combats si on est en groupe et si on est seul. Si on pouvait leur former, qu'est-ce qu'une association d'abord? Si elles peuvent d'abord se constituer en association et afin effectuer des formations pour les aider à comprendre comment on doit faire quand on est à la frontière, quelles sont les procédures à effectuer à la frontière, mais aussi sensibiliser les officiers à la frontière en ce qui concerne les droits humains et le respect des règles migratoires. J'ai dit et je vous remercie. Excellent, merci Ariane. Je crois que c'est un exposé qui était très enrichissant. Merci beaucoup. Ça donne beaucoup des informations à digérer et je crois aussi une optique nouvelle sur cette question de violence sexuelle faite par les femmes dans les situations du contexte informel parallèle. I'm going to switch to English, give you a break. If you have information like tables, reports, the website link to the World Bank report from 2010, which is the baseline research, and 2011, which is a report on progress. If those can be sent to one of the organizers, actually I'll identify a point person, if that can be sent to Anaïs or Holly, then they can give access to all the participants after who are interested in this information or seeking that reference. And that goes for anybody. If you have additional information which you think would be pertinent to the discussion, please don't hesitate to share. We'll circulate it to all the participants. Ariane touches on some very important questions, I think, and points. Obviously, some very structural, fundamental issues related to poverty and economic development, land, issues of taxation, and that sort of regulation, and how that frames the choices that women make, and then ultimately how that has an impact on their security. So I think these are very critical issues to raise. Also interesting that it's so high in DRC, where we see, the rates of the participation in the parallel economy is so very high.
while we also see very high rates, obviously, of sexual violence. So, there's a correlation there that's quite interesting. The also interesting points I picked up on was the low capital that girls and women come to this sector with. So they don't have much to start up with. It speaks to their desperation, but also their youth. They are very, very young, and so they don't command the status and respect that someone older who might be a commerçant who's established and respected might have, as well as traveling at night and the vulnerabilities about that. Why are they participating in fraud in the first place? These are all very interesting questions. And then the possible steps to address these, including training so that women, and sensitization so that women in groups, not alone and detached from others, and so vulnerable women in groups can have the knowledge about their rights, about customs regulations, about the law, so they can act and essentially have a common front, possibly to protect themselves in those contexts. So I think those are very important contributions. And I look forward to the discussion afterwards. I would like to present our next panelist, Madame Odile Boula-Boula-Mbila, who is with le Réseau d'innovation organisationnelle en RDC. Madame Odile. Merci beaucoup. Et nous allons continuer juste à parler dans la même ligne que les autres. Et nous avons estimé, encore rappeler quelques éléments du contexte. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des riches réserves d'étain, de tantal, tungstène, d'or, qui pourraient servir à élever les niveaux de vie. Des millions de personnes sont détournées pour financer des groupes armés et prolonger la violence. Plus d'1 million de personnes sont déjà déracinées du fait des années de violence armée dans l'équipe. Les pillages et les viols sont perpétrés par toutes les forces armées impliquées dans les conflits, ainsi que le recrutement forcé d'enfants soldats. Les viols et la mutilation sont des armes d'une guerre face à laquelle la communauté internationale doit enfin se mobiliser. Chaque jour, au moins 1150 femmes sont violées. Une économie de guerre caractérisée par une circulation forte des armes. Avant, on parlait d'une circulation forte des armes légères, mais avec les M23, on a trouvé que ce sont des armes lourdes qui sont maintenant à la portée des groupes armés. Une instrumentalisation de l'identité ethnique créant des conflits divise la communauté au niveau de l'Est de la République démocratique. Alors, en termes de dynamique, les femmes sont très dynamiques. Elles sont très actives dans les économies parallèles, comme Ariane venait de le présenter. L'aspect important, c'est celui de pouvoir examiner les rôles que jouent les femmes dans la filière de production, de commercialisation des ressources naturelles, et comment l'économie de guerre, de cette économie de guerre, découle l'économie de violence sexuelle. Les femmes participent à la production des matières premières. C'était déjà dit, les femmes creusent les minéraux. Elles sont transporteuses des minéraux du puits jusqu'au lieu de pillage des minéraux. Elles lavent, elles sont aussi laveuses, elles sont pileuses, elles sont vendeuses. Donc elles sont dans les processus. Elles participent à la commercialisation. Il y a des femmes qui ont des comptoirs
d'achat et de vente des minéraux. Il y a des femmes qui négocient les minéraux et il y a des femmes qui revendent les minéraux à des niveaux élevés, donc qui même exportent les minéraux. Mais nous devons signaler qu'à l'instar d'autres agresseurs, les femmes aussi participent activement à la fraude des minéraux en facilitant l'exportation frauduleuse au niveau des frontières. Donc, elles ne sont pas à part. Les femmes ne sont pas suffisamment organisées pour faire face aux défis constatés dans le secteur de l'artisanat minier. Au niveau des Kamituga, il y a une seule structure qui travaille avec les femmes pileuses, communément appelées les femmes twangaises, et qui essaie de réinsérer les enfants des mines. Une seule structure. Les femmes présentent beaucoup de vulnérabilité dans les secteurs miniers. Dans le cadre du processus de certification des minéraux, par exemple, pour l'État congolais, seule la présence des femmes dans les sites, c'est un blocage à la qualification du site. N'est-ce pas là une discrimination? L'ignorance du processus de certification. Les femmes ne se sentent pas concernées par le processus, alors qu'au niveau international, il y a la loi Dodd-Frank et il n'y a pas moyen de vendre parce que nos minéraux sont faits des minéraux de sang. Mais elles se sentent en dehors de tous ces circuits-là comme si elles n'étaient pas possibles. Alors, en cas d'attaque dans un village, c'est plus les femmes qui sont ciblées par les viols. En RDC, c'est là où les femmes même ont été enterrées vivantes. Ça, ce sont des réalités des sites miniers. Parce que dans les sites miniers, que tous les groupes armés vivent. Chez nous, on parle de Raya Mutomboki, on parle de M23, nous avons les FNL, nous avons les FDLR, nous avons tous les Maïmaï, tous les noms des Maïmaï qui sont dans les sites miniers. Dans le cas toujours de vulnérabilité, il y a beaucoup d'abus. Et nous allons citer quelques exemples. Au niveau des unités de traitement, nous sommes dans l'artisanat minier. La femme doit piler une quantité de pierres. Une quantité de pierres, un bidon de 20 litres coupé en deux, rempli de pierres précieuses que la femme doit piler pour recevoir $3 à la fin du travail. Donc tu piles tout ça, tu auras $3. Mais ce paiement est aussi conditionné par l'humeur du chef. Donc ce n'est pas automatique. Si le chef est de mauvaise humeur, certainement que ces jours-là, tu ne pourras pas être payé. Ça sera une journée perdue. Et nous sommes dans des milieux où les femmes n'ont pas étudié, donc elles n'ont pas la capacité revendicative pour pouvoir revendiquer leurs droits. Et au cas où les femmes ont déjà pilé, elles ont déjà fait le tamisage et on a déjà lavé et qu'il n'y ait pas de matières premières, ça signifie qu'il n'y a pas de production, donc elles ne pourront pas être payées. La prostitution forcée et les viols. Nous sommes dans des milieux où il y a beaucoup de déplacements de population. Parce que c'est là où vivent tous les groupes armés. Et s'il y a attaque, les femmes doivent quitter pour aller s'installer ailleurs. Et pour vivre là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de champs là-bas. Ils s'alignent comme femmes pileuses, comme femmes toileuses. Et elles sont là. Alors, étant donné que la demande est très forte, la prostitution vient forcer et les viols. Il y a aussi des mariages forcés. Ces
certaines mamans, si elles ont des filles qui sont assez belles, elles les proposent dans la lumière. La femme doit piler une quantité de pierres. Une quantité de pierres, un bidon de 20 litres coupé en deux, rempli de pierres précieuses que la femme doit piler pour recevoir $3 à la fin du travail. Donc tu piles tout ça, tu auras $3. Mais ce paiement est aussi conditionné par l'humeur du chef. Donc ce n'est pas automatique. Si le chef est de mauvaise humeur, certainement que ce jour-là, tu ne pourras pas être payé. Ça sera une journée perdue. Et nous sommes dans des milieux où les femmes n'ont pas étudié donc et n'ont pas la capacité revendicative pour pouvoir revendiquer leurs droits. Et au cas où les femmes ont déjà pilé, elles ont déjà fait le tamisage et on a déjà lavé et qu'il n'y ait pas de matières premières, ça signifie qu'il n'y a pas de production, donc elles ne pourront pas être payées. La prostitution forcée et les viols. Nous sommes dans des milieux où il y a beaucoup de déplacements de population. Parce que c'est là où vivent tous les groupes armés. Et s'il y a attaque, les femmes doivent quitter pour aller s'installer ailleurs. Et pour vivre là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de champs là-bas. Ils s'alignent comme femmes pileuses, comme femmes toileuses. Et elles sont là. Alors, étant donné que la demande est très forte, la prostitution vient, forcée et les viols. Il y a aussi des mariages forcés. Certaines mamans, si elles ont des filles qui sont assez belles, elles les proposent aux propriétaires du puits, au mariage, pour qu'en tant que belle-mère, elle va accéder facilement à ce travail de pilage de pierre. Alors, dans une pauvreté extrême, les femmes développent d'autres mécanismes qui ne sont pas bons sur le plan éthique. Et qu'est-ce qu'elles font? En pilant, si elles aussi elles trouvent une occasion, elles trouvent des pierres, elles cachent ça. Elles essaient de cacher. Alors, étant donné que cette pratique est devenue assez courante, les propriétaires des puits font maintenant la fouille. Et souvent, ce sont des hommes. Donc, quand ils commencent à fouiller, ils fouillent partout, même dans les sous-vêtements. C'est la fouille. Parce qu'ils doivent chercher si la femme n'a pas caché. N'a pas caché quelque chose dans les habits qu'elle porte à l'intérieur. En général, ces femmes ont une vie de misère. Elles vivent très mal, elles sont mal nourries et sont en mauvaise santé. La culture de la place et les coutumes rétrogrades font que les femmes soient considérées comme étant des étrangères dans leur propre famille. La femme dans sa famille n'est pas héritière, on la considère comme une passagère. Elle est là et bientôt elle va se marier, donc elle va quitter notre famille pour aller dans une autre famille. Et elle n'a pas tous les droits. Ça c'est la coutume et les femmes ne font rien, ça c'est la culture. Alors pour travailler, les femmes préfèrent se faire accompagner de leurs enfants pour travailler, donc pour aller un peu plus vite. Mais alors, elles s'exposent à beaucoup de maladies, à beaucoup d'infections pulmonaires. Et vous allez voir que dans les hôpitaux, elles ont la tuberculose, elles ont beaucoup de maladies pulmonaires. Alors, c'est le règne de la dépravation des mœurs. Une grande infection au VIH se constate dans les milieux miniers. Et je voulais aussi mentionner le fait que, outre ces tracasseries, les services publics qui vont dans les inspections exigent aussi de
de la part des propriétaires des puits qu'on leur serve. Et ils font souvent ce qu'ils appellent des états de besoin. Alors, dans leurs états de besoin, ils disent, je serai à Kamituga, par exemple, pour 3 jours, j'aurai besoin de 1 kilo d'or, une femme, ou alors 2. Donc, la femme fait partie intégrante de l'état de besoin. Alors, les propriétaires du puits, parce qu'il a les femmes qui viennent tout chercher à piler, alors le propriétaire choisit la femme qui pourra être acceptée par les messieurs de service public et qu'on va proposer. Alors vous comprenez que la femme n'aura rien de retour. C'est comme de l'esclavage sexuel. Alors le monsieur, s'il a été satisfait, il peut donner juste un petit cadeau. C'est de son gré. Alors, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. Languette, il y a chef pour dire la couverture du chef. Donc, il est là-bas pour servir de couverture du chef. Vous avez toujours pour dire tu as accouché bien, tu as un enfant qui est bien, qui a la beauté. Et tout ça, ça montre la vulnérabilité. L'inaccessibilité aux soins, ce qu'ils gagnent est déjà dépensé pour les besoins familiaux. Ils ont peut-être 12 enfants, 8, 10. Ça ne suffit même pas, donc il n'y a pas d'économie. Et en cas de maladie, elle est exposée à la mort. À part s'il y a les organisations humanitaires qui viennent pour la prise en charge. Alors, au niveau régional, je peux dire que la réalité est presque la même que nous récoltons dans les rencontres que nous faisons au niveau régional. Mais les efforts de formalisation du secteur minier ne courent pas à la même vitesse. Donc ça dépend d'un pays à l'autre. Alors, au niveau régional, nous avons la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre l'exploitation des gaz et ressources naturelles. Et nous essayons de faire le renforcement des capacités mutuelles, mais aussi de faire des analyses de contexte pour prendre des stratégies que nous pouvons utiliser dans les plaidoyers à faire ensemble. Et jusque-là, c'est le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda qui sont très actifs, et la RDC. Et alors qu'au niveau de la CLG, il y a 12 pays, parce qu'il y a maintenant d'autres Soudan qui arrivent. Donc il y a encore un défi, parce qu'il y a d'autres pays membres de la conférence internationale qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore adhéré à la coalition. En termes de pistes de recherche et enjeux, il y a beaucoup d'abus. Et par rapport aussi au nombre croissant de femmes qui travaillent dans le secteur minier, surtout le secteur artisanal, nous estimons que la recherche, peut-être on pourrait faire une recherche, et le thème est à chercher, à trouver, pour essayer de voir si on peut trouver encore les alternatives au travail des femmes du secteur artisanal et voir si on peut avoir des pistes de plaidoyer adressées aux autorités publiques pour attirer leur attention sur ce qui se passe. Au niveau des organisations de la société civile, contrairement aux universités, même si ce n'est pas commandité, nous faisons ce que nous appelons la recherche-action participative, où les groupes ciblés, ici ça sera les femmes, participent activement à tous les processus de la recherche. Et en cours de ces processus, il y a des alternatives d'action qui peuvent être en train d'être mises en œuvre tout au cours de la recherche. Et c'est pour cela que nous voulons ici demander à ce qu'il y ait vraiment une ferme collaboration entre les universités qui détiennent la théorie beaucoup plus professionnelle et nous les praticiens de terrain, pour que nous puissions sortir des rapports d'études assez professionnels pour pouvoir convaincre des décideurs à différents niveaux. Et voilà donc, c'est la fin. Merci. Merci Madame Odile. Une autre présentation très enrichissante. Merci.
Some of the key points I would like to draw out, or what struck me, was of course the link between the war economies that feed on and perpetuate the economies of sexual violence, how women are not always victims, but they're also perpetrators themselves. They participate in fraud, but they're also active participants in the mining economy in diverse ways. There are some that are own des comptoirs, trading houses, or négociantes. And here I'd like to say, I think Odile mentioned it, that for the inspections to do certification of sites, one of the criteria is the absence of women in the mine site. And this has very much been a result of pressure from the international community linking, maybe too simplistically, sexual violence and conflict minerals. And so the reaction of the DRC government has been to enact a law that would exclude those women from the mine sites. So is excluding women from those mining economies a solution that benefits those women? I hardly believe that. But so some of those women may be further marginalized by the actions that are undertaken to control the resources in the region. So that's something maybe to flag and talk about. How the need to survive also drives women and girls into these sectors. It's essentially desperation that often leads to these even heightened vulnerabilities. And some of the action or research avenues that were identified were specific to identifying alternatives to artisanal small-scale mining for women, but also to make sure that when we do research, they participate in every step, not just participate, but lead in every step of that research process. And this is where collaboration with universities is absolutely critical. And here I'd like to be maybe a little bit provocative, seeing as both Odile and Ariane are from Bukavu, and see if Oriane's research on the World Bank and the statistics that she presented about women in the informal sector, and if Odile's presentation just now also touches on the economy and looking for alternatives to that informal sector, have the two communicated. And this is not to assert blame, but it's more to maybe point to the silence. Comment aider cette loi-là à donner la place aux artisanaux pour qu'ils vivent de cela? Parce que demander par exemple aux artisanaux de quitter les terres, après qu'est-ce qu'on veut en perte de l'échange? Ça c'est vraiment la vraie question. Merci Léonie. Je crois qu'on va passer à Yann, à qui les questions ont été posées. But I think one important example that Léonie raised is that a citizen of Congo has to pay $50 to have access to the mining code. So it's not even a question, nobody even has access, much less understanding, and then we don't have implementation. So there's a number of aspects that are important. Ariane, peut-être tu peux répondre aux questions qui ont été posées? Ok. Madame a demandé que mes statistiques varient. J'ai parlé que c'est 70% dans le monde des femmes qui sont pauvres. Ça, c'était dans le travail mené par Aki Boaz en 2005, que j'ai trouvé dans le rapport aussi de la Banque mondiale. Mais aussi les statistiques en ce qui concerne les femmes dans le commerce parallèle, parce que j'ai donné d'abord une distinction, les femmes qui sont pauvres. Mais pourquoi ces femmes sont pauvres? J'ai parlé de l'éducation, le chômage. Tu peux avoir un niveau d'éducation, mais accéder aussi à un emploi, c'est un problème. Le mari peut t'interdire de travailler en te disant il faut garder les enfants. Moi, je vais chercher comment éduquer ces enfants, mais toi, tu es là à la maison, garde bien mes enfants. Et il y a même de ces hommes qui injurient leurs femmes. Moi, je te fais manger, vêtir. Et pourquoi tu peux me demander aussi de garder les enfants? On les voit dans nos zones, si je peux dire ainsi. Maintenant, la question en ce qui concerne, donc, en me demandant comment on peut quitter la discrimination qu'il y a entre hommes et femmes. Les hommes, je pense que c'est mieux d'abord de repenser la mentalité des hommes africains. Parce que toi, tu considères que la femme est là pour garder les enfants,
Et rien que ça, je ne pense pas qu'on peut se développer ainsi. Il faut quand même fournir l'effort. La femme peut garder les enfants, oui, mais aussi elle peut apporter quelque chose au revenu du ménage. Donc la mentalité des Africains, surtout les hommes, doit être repensée. Parce que les hommes disent quoi? Qu'elles doivent d'abord sécuriser leurs femmes. Si tu travailles, il y a le patron qui t'envie. Donc tu es là, le patron peut te dire non, je vais coucher avec toi. Alors que ce n'est pas intéressant pour les hommes, ils sont jaloux de leurs femmes. Monsieur a demandé à propos de la recherche menée par Alert en 2012. Nous avons effectué ces enquêtes de la Banque mondiale et Alert aussi était là. Donc on était à Goma, quand on faisait des focus group, on était avec Alert, mais aussi à Bukavu. Mais Alert a étendu les champs, il est même arrivé ici à Uvira et à la frontière Ouganda et Goma. C'est là où nous autres ne sommes pas arrivés. Et je pense qu'on continue à travailler avec eux et j'ai lu leur rapport. Merci. Merci Ariane. Je crois qu'on va passer à d'autres questions. Vous aurez l'occasion de peut-être faire des commentaires supplémentaires par la suite. Aussi, encore de suggérer que si vous avez des références comme celui qui a été présenté de International Alert, qu'on puisse les partager avec tout le monde. Si on peut contacter soit Holly ou Agnès, comme ça on peut faire circuler ces informations. OK, 4 questions encore. Nous avons une mail là. OK, 1, 2, 3 et 4 à l'arrière. Ça fait que madame? À vous, c'est vous. Oui, moi je vais enlever ma casquette canadienne et je vais me remettre, j'ai déjà le tournoi africain. Donc, je vais m'adresser aux Canadiens. Parce que nous sommes tous en train de parler, mais oui, nous, Africains, regardez, on a des problèmes, etc. Mais on oublie la communauté internationale dans ce discours concernant les problèmes dans les régions minières. Si moi, maintenant, je vais parler au Canada en disant que vous êtes 27 compagnies minières au Canada. Et la situation des femmes est toujours la même. Je pense que même par rapport, je pense qu'il faut poser la question. Vous avez les Canadiens ici. Je suis désolée, il faut aussi jouer cette carte. Parce que nous ne jouons pas une bonne carte au Canada. Nous fermons les yeux et nous ne faisons rien pour améliorer la situation des femmes au Congo, par exemple. Surtout au Congo. Donc je pense que là, il y a aussi des recherches à faire pour savoir s'il n'y a pas des autres modèles juridiques à imposer aux investisseurs, dont le cadre n'est pas inclure la notion genre. Vous voulez investir chez nous? Ok, mais voilà les conditions. Est-ce qu'il n'y a pas un lobbying à faire et inclure la notion genre en disant, vous savez très bien la situation au Congo, il est impossible pour les investisseurs de fermer les yeux. Quelle est votre implication sociale dans le pays? Moi, je pense que c'est extrêmement important de poser cette question et de voir aussi qu'il y a une responsabilité des compagnies étrangères qui sont dans le pays. Moi, c'était mon point de vue. La prochaine. Il y a déjà 3 personnes. Jessica. Thank you very much. My worry as an activist, I listened to the last speaker and she talked about the weakness of the Congolese state. And for me, that seems to be the major problem. Because whatever else the researchers are going to do, because you talked about the recommendation as being the need to work closely between CSOs and researchers to advocate for a solution. What are we going to get from the weak Congolese state? And what can, I listened with a certain amount of shame
as a Ugandan to hear the considerable ease with which the flights go between Kisangani and Entebbe, and the road from Kisangani to Uganda, reading all these minerals out with considerable ease. So with such a weak state, what can be done? Thank you. We'll go to Kuda in the back first because the translators are tired, so we're going to go to another Anglophone speaker. Kuda in the back. La prochaine ronde. Pardon. Thank you. I'm not sure which one of the panelists was talking about this, but I'd like to hear more about the issue of women. Were you saying women are becoming perpetrators as well? There was some talk about that. So I would like to find out, are they becoming perpetrators as a way of survival, because this is how they see it being done everywhere else? Or I think there's a need for more research into that. Why are women also taking up this, the perpetration of violence against other women? Thank you. And then, merci. Moi, ce n'est pas tellement une question. Peut-être que je vais donner une partie de la réponse à Madame Léonie. Et merci beaucoup pour les panélistes parce que j'ai beaucoup appris sur ce qui se passe sur le terrain, étant donné que je travaille dans la région et qu'il y a une initiative dans ce sens. Peut-être que je vais porter une partie de réponse et juste pousser le mouvement des femmes à pouvoir utiliser les mécanismes déjà existants, parce qu'il y a des choses qui sont... Il est vrai que les minerais de guerre, comme on les appelle, c'est un secteur très complexe. Et il y a beaucoup d'enjeux en ce qui concerne le commerce et l'économie mondiale. Et aussi, c'est un secteur source de revenus très important, aussi bien pour les compagnies privées que pour l'État. Il est donc clair que les groupes armés s'alimentent des sites miniers. Et c'est pourquoi les uns et les autres sont battus pour contrôler ce secteur. Et c'est pour cette raison que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs a eu cette initiative régionale sur l'exploitation illégale des ressources pour qu'on puisse réguler ce secteur. Peut-être que Madame Joanne nous a parlé qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été développés dans ce sens en termes d'harmonisation des lois dans le secteur minier au niveau de la région, au niveau de la certification pour que les minéraux ne soient pas éléments de conflit, la formalisation quand on est en train de parler l'exploitation artisanale et les économies informelles. Il est vrai qu'au début de l'initiative, on a beaucoup mis l'accent sur l'aspect de contrôler que les minerais vendus proviennent des sites contrôlés par les rebelles. Mais depuis, on a avancé. Il y a eu des études pour qu'on puisse incorporer la dimension humaine et plus particulièrement la dimension genre dans l'exploitation minière. Vous avez parlé beaucoup de choses, par exemple les conditions de travail dans les minerais, les petits travaux, les femmes qui tombent malades à cause des brillages de pierres, la question des privatisations des terres. Est-ce qu'il y a des études qui se font dans ce sens pour voir par exemple l'impact de la dégradation de l'environnement sur les femmes? Est-ce qu'il y a des études qui se sont concentrées sur le pouvoir de négociation des femmes une fois que leur terre est confisquée pour qu'ils puissent avoir des compensations effectives? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour voir le revenu des minerais, à qui les revenus de minerais bénéficient? Est-ce que les femmes bénéficient de ces revenus du secteur minier, tant au niveau macronomique qu'au niveau micro, au niveau des ménages?
sœur du Soudan a parlé, les questions de prostitution forcée pour conforter les hommes mineurs. Est-ce qu'il y a des recherches dans ce sens? Les économies parallèles qui alimentent la corruption et qui conduisent aux abus et même aux exploitations des femmes, voire les violences sexuelles. Toutes ces questions devraient faire objet d'études. Et ici, par exemple, au niveau des économies formelles, il faut pouvoir prendre cette opportunité de ce qu'il y a cet outil de formalisation pour que les femmes suivent ce processus, pour qu'ils puissent s'intégrer beaucoup plus dans le secteur. Alors je reviens à la question de Madame Léonie avait posé la question de savoir quel est le rôle de la femme de la région, que doit faire la femme de la région dans ce sens. Peut-être ça, c'était la question que Madame, notre collègue Immaculée, devrait répondre. Mais je voudrais apporter ici une petite réponse. Lorsqu'on a fait le lien entre les violences sexuelles et le secteur minier, l'exploitation illégale des ressources naturelles, c'était au niveau du sommet de Lusaka. Et c'était ce que l'on appelle le forum régional des femmes qui a posé cette question pour qu'au niveau du comité interministériel, les gens puissent adopter des mesures pour que ces questions soient analysées. Donc, pour faire un clin d'œil au mouvement des femmes, ce mécanisme de forum des régions des femmes, ça a un espace de plaidoyer au niveau de plus haut niveau. La semaine prochaine, il y aura le LIC, la réunion interministérielle, et je crois que Madame la Présidente Immaculée aura normalement, on lui donne de l'espace pour faire une déclaration qui reconnaît certains progrès, mais qui reprenne aussi les défis qui restent pour que la réunion ministérielle statue là-dessus. Je sais qu'il y aura une présentation des lignes directrices, le guide de l'intégration du genre dans le secteur minier. C'est sûr que ce document va être adopté par la réunion ministérielle et recommandé aux États pour la question de mise en œuvre. C'est pourquoi j'inviterai le mouvement des femmes pour faire le suivi, pour voir comment cet outil sera utilisé au niveau des États. Et je vous remercie. Donc, la prochaine fois, on prend d'autres questions une fois que les panélistes ont eu la chance de répondre. So there were, I think, a number of strategies that were proposed. One specific to Canadians in the room. Maybe the Canadians can answer once the panelists have had a chance, those who want to speak. Another strategy was about possibly a regional dimension to the issues that Jessica raised about not having prior knowledge of the existence of these kind of, economies, and how maybe there can be that sort of partnership to address those issues. There was a strategy with regards to, that was just presented, building on the existing work of the outcomes of the Lusaka Summit and the Women's Forum with regards to looking for the implementation of what's called a ligne directrice to integrate these two elements. And I would like to actually propose another strategy, is that in the certification mechanism and the standards that were developed for certification regionally, PAC squeezed in reference to 1325, UN Security Council Resolution 1325, and it's sitting there waiting to be used in terms of integrating these issues more fully. But we are the only advocates in this, in the partnership that we have that is trying to implement that without much success. So that I think would be a beneficial contribution. Questions were about women's complicity, their perpetrators. Is it just as a survival mechanism, or is there more to it? Another question, I think that was the only actual
question. The other comments were all excellent. And then piste de recherche, possible research is also that element, women as perpetrators. But also all the questions, the excellent questions that were raised by Therese with regards to land, the impact of privatization on women. I would add environmental considerations, because in gold they often use mercury, and we see very, very high levels of malformations amongst babies that are born, and women's health is compromised. When does mineral revenue generation, I think there's a gender budgeting issue as well that complements EITI. All these things that are deserving, I see, it seems to be, of research. Now I turn it over to the panelists. Who would like to take or respond? Yes, I did. Merci. Il y a d'abord la question qui ne m'était pas adressée, mais sur la faiblesse de l'État congolais. Comment faire la recherche? Moi, je pense que c'est un grand défi. Et ça a déjà été analysé à plusieurs occasions par les acteurs de la société civile. À moins que ça soit, qu'on ait encore des questions spécifiques par rapport à ça. Mais à mon niveau de réflexion, nous l'avons déjà constaté et considéré comme étant un fait. Donc il y a un fait qui est là et que l'État soit faible et que l'autorité de l'État ne soit pas perçue, surtout au niveau de l'intérieur, on ne voit pas vraiment l'autorité de l'État. On voit comme si l'État est déjà absent. Quelle piste pour les recherches? Nous. Donc, en voyant ça comme un État, nous avons plus exploré comment est-ce que ça se manifeste. Et on a vu qu'il y a beaucoup de situations où nous voyons que vraiment l'État n'est pas là, l'administration de l'État, c'est seulement l'administration qui existe en termes de papier, mais le pouvoir, l'autorité qui doit incarner l'État et qui doit même être visible là où l'État n'est pas perceptible. Donc en disant, j'ai peur de l'État, j'ai peur de faire cet acte, mais il n'y a personne qui vous voit. C'est comme une conscience au niveau interne. Ça n'existe pas. Et peut-être elle pourra maintenant voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Les femmes encouragent la violence. Ça, c'est un niveau de pauvreté extrême. C'est quand elle ne sait plus quoi faire et elle se dit, est-ce qu'on peut prendre ma fille pour que je puisse avoir accès à cet endroit? C'est juste la recherche de la survie. C'est juste ça. Alors, cette recherche de survie dans un environnement culturel où la femme n'a pas assez de considération, et par sa mère, et par sa tante, et par la communauté, elle n'a pas assez de considération. Donc, c'est la personne qu'on peut, céder facilement par rapport à un enfant masculin. Et ça se manifeste quand on n'a pas assez de ressources. On doit faire étudier les enfants, ce sont plus les enfants masculins qui ont la chance. Et les enfants féminins doivent rester pour garder les autres et pour subir tous les actes, donc toute la répression sociale qui se manifeste. Ça, c'est culturel, mais lié aux aspects économiques, surtout à l'appauvrissement de la population et la pauvreté des femmes. Et pour l'autre question où on a proposé beaucoup de pistes pour les études, moi j'ai pris ça comme étant des recommandations, donc comme étant des matières qui nous sont proposées pour des réflexions et pour voir quelles sont les pistes pour lesquelles nous allons opter tous. Merci. On va passer aux autres panélistes, mais s'il vous plaît, 2 minutes maximum parce qu'on en a. D'accord. Oui, et je voulais commencer par la préoccupation qu'elle a posée sur les études sur le revenu issu des minéraux. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait parce que le pays a adhéré à l'initiative pour la transparence des émissions extractives. En fait, la redevance minière est claire. Quand une entreprise paye la redevance minière, c'est bien stipulé ici. 60% pour le trésor public
40% pour la province. Sur les 40%, il y a 25% pour la gestion de la province, 15% qui devaient rentrer en activité pour démontrer les extraits de lumière. À un certain moment, on a commencé à faire la rétrocession de ces qualités. Mais je sais qu'il y a le mouvement de la société civile au sein des Papichot de paix qui est en train vraiment de travailler de temps en temps pour voir comment la rétrocession peut être effective. Mais quand la rétrocession sera effective, il faudra vraiment au niveau de province que les amis essaient un peu de suivre avec le gouverneur des provinces, qui aujourd'hui, tout le monde demande l'implantation de l'initiative pour la transparence dans les provinces. Nous avons déjà commencé l'implantation dans certaines provinces. Aujourd'hui, avant de venir, c'était Kisangani. Comme ça, on peut suivre quand même les entreprises qui sont implantées dans cette province pour comprendre combien effectivement ils payent à l'État. Et ce qu'ils payent à l'État, à quel niveau la rétrocession s'est faite. Donc il y a un travail des mouvements que la société civile doit faire. Mais je voudrais aussi souligner, la plupart des ONG de la République démocratique du Congo, nous avons tous commencé dans les droits des hommes. Les droits économiques viennent à peine d'être mis sur la sellette. Ce qui demande un renforcement des capacités de parties prenantes. Donc, ce n'est pas du tout facile, on discute avec les femmes. Nous avons lancé également ces mouvements de femmes aidant le pays. Au sud de Papichot de paix au niveau international, nous avons discuté longtemps avec eux. Ils ont accepté aujourd'hui d'organiser une grande réunion pour former les femmes sur le suivi des industries extractives. Ça demande la connaissance du code minier, de la loi même, la fiscalité minière. Parce que si vous ne comprenez pas la fiscalité, il est difficile de demander beaucoup plus la rétrocession et de suivre les secteurs. Par rapport aux entreprises canadiennes, je crois qu'il y a un travail très important que Papichot de paix Canada est en train de faire. Mais c'est ce qui manquerait peut-être, c'est la connexion. Moi, je me tournerai vers Joanne. Parce que Papichot de paix est au sein des partenariats Afrique-Canada. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de comprendre le comportement des entreprises canadiennes en République démocratique du Congo. Parce que la plupart de ces entreprises sont cotées en bourse. Mais quand ils sont à niveau étranger, ils sont clairs comme de l'eau qui coule parce qu'ils doivent tout publier. Mais quand on leur demande de faire la même chose dans nos pays respectifs, c'est tout un problème. Vous voyez même avec la loi de femmes. Quand on a voté cette loi, il y a des entreprises américaines qui ont porté plainte parce qu'on leur demande de divulguer tout ce qu'ils payent au niveau international. L'Union européenne au mois de septembre, Amsterdam, ils ont voté quand même cette loi également pour la transparence. Alors, comment faire pour qu'aujourd'hui, les femmes s'en approprient le processus de la transparence? Tel est le vrai problème. Très franchement, on a passé du temps. Mais je vous dis qu'en République démocratique du Congo, depuis 2005 jusqu'à ce jour, sans m'inventer aussi, parfois je me retrouvais à cette femme dans ces débats. Quand vous appelez les femmes, vous dites, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? La peur d'être harcelée, la peur d'être arrêtée. Mais il y a une loi qui nous donne l'espace, c'est l'ITIE. Initiative pour la transparence des industries extractives. Les pays à adhérer. Connaissons ces lois-là et nous serons capables de demander merci. Merci. Je crois que I'd like to give a break to our translator a little bit. I'm just going to answer. I'm going to jump ahead of the other panelists, jump ahead and answer the question directly. If there are other Canadians that want to jump in, they can do so. But I really want to give a break to the translator from French and English. I propose we then move to the last two panelists to speak and wrap up. Again, I think our translator must be very exhausted, and I would encourage you to take the remaining questions to lunch. I'm afraid we're going to have to wrap it up. I'm very sorry. It's very mean of me. You probably don't like me as a result, but let's take it to lunch and refresh and re-energize so we can come back and engage in further discussion. To answer your question, Partnership Africa-Canada is one of the co-founders of the Kimberley process, and we are very aware of Canadian complicity and involvement in the region. Publish What You Pay Canada, which is also the promoter of EITI, it's the partner to the ME, is based in our office. So together we lobby the Canadian government and Canadian industry to be aware of what their responsibilities are and to take action. Now that isn't easy. We are, I can say it, we are facing a very conservative, pro-business government in our country who doesn't have the interests of African social, economic well-being at heart. Their priority is Canadian business. So we are having a very difficult time. If we can draw on evidence from research, which is lacking about how women are, the impact on women, if we can perhaps eventually organize a delegation or something. I mean, these are areas of collaboration that might have an impact. Dodd-Frank, this law applies to all Canadian companies that trade on US stock exchanges. So they are
brought into, and have to be held responsible to make sure that their products are not conflict promoting. And there is a movement to introduce Canadian legislation as well. So I'll just leave it at that. And then, and I don't know if there are any of my co-citizens that would like to jump in. I don't see a show of hands. No? Okay, so we'll move to the last two panelists. I'm sorry, we're going to go for lunch, and let's continue discussion over lunch. Madame Fish. Merci beaucoup. Par rapport à la faiblesse de l'État et que faire par rapport à ça, ce que je peux vous conseiller, parce qu'il y a pas mal de documents, on a documenté sur l'exploitation illégale des ressources du Congo, mais qu'est-ce qu'on fait de ce rapport? À mon avis, ce qu'on peut demander, c'est que ces rapports soient exécutés, qu'on puisse diligenter des enquêtes, que les auteurs soient punis. Parce qu'une fois que ces auteurs seront punis, on aura les effets des contraintes. D'autres personnes, même si ça vient de l'intérieur, ces gens-là auront la perte d'entraîner. Mais lorsque, même si vous parlez avec des milices, qu'est-ce qu'ils vous disent? Écoute, à l'aise on a violé, on peut continuer à le faire, on n'a pas. On a cette logique-là de la préservation de la paix au détriment de la justice. Et c'est ce qui affaiblit davantage. À mon avis, il faudrait réclamer justice. Que ces auteurs-là, une fois qu'ils sont cités, qu'ils soient membres du gouvernement ou pas, on doit avoir des enquêtes, il faudrait qu'une justice soit faite. Et lorsqu'ils seront sanctionnés, à mon avis, les gens raisonneraient d'efforts pour agir. Merci. Quand on parle de la faiblesse de l'État, ma collègue vient de montrer qu'on peut punir ces gens-là. Mais ce sont les gens qui se trouvent dans le gouvernement. Comment on va les punir maintenant? Et qui va le punir aussi? Donc c'est tout un problème. Donc les institutions sont presque mortes. Donc la mauvaise gouvernance continue à primer. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire. Peut-être que nous allons trouver des solutions en discutant ensemble. Ouais. Oui, peut-être c'est qu'on veut compléter. Moi, je crois que nous n'avons pas nous alarmer. Au État de Lubumbashi, le chef de l'État a organisé une réunion pour réfléchir sur les secteurs musulmans. La société civile a intervenu, qui a parlé du comportement du secrétaire général de Mines. Quand la société civile a interpellé le ministre des Mines par rapport à l'impunité, nous étions au Lubumbashi, c'était le vendredi, le samedi soir, le ministre, le secrétaire général était arrivé. Donc moi je crois qu'il y a un travail que la société civile devra faire. Et ça demande beaucoup d'engagement et la mise à niveau, la compréhension du secteur. C'est qu'il est vrai que la société civile sont fragilisée parce que nous avons parfois un ordre de disperser. Sommes-nous capables, comme on le disait, d'être ensemble pour la même cause? Je crois que nous pouvons réussir. Ok, merci beaucoup. Et je n'avais pas réagi à quelqu'un qui disait comment est-ce qu'on peut collaborer avec Ariane pendant qu'on vit dans un même milieu. Je pense que ce sont des possibilités que nous avons exploitées parce que nous, dans notre approche, nous faisons la réflexion participative et nous travaillons avec les universités, mais jusque-là, on n'a pas encore travaillé avec son université. Et sinon, nous travaillons avec les universités et nous avons quand même la chance d'avoir même des bourses où les enseignants des universités ils vont faire les troisième cycle sur base des recherches qui ont été montées par nous. Et là, nous avons des rapports qui sont beaucoup plus fiables. Donc, ce sont des possibilités que nous allons développer et on va voir comment est-ce que nous allons travailler ensemble. Alors, en termes de... Nous avons fait aussi une recherche sur l'impact de l'exploitation artisanale des ressources minières sur la vie de la population. En fait, vous pouvez regarder dans la ville, vous allez trouver que les villages sont très pauvres. Nous avons les photos et nous pouvons documenter ça. Donc, les gens qui sont dans l'exploitation artisanale, tous les revenus qu'ils trouvent, c'est dans la bière, il y a une grande dépravation des mœurs. C'est là où il y a les sida, c'est là où il y a toutes les maladies sexuellement transmissibles, c'est là où il y a beaucoup de désordres. Donc, c'est un monde qui n'aide pas. Et pour maintenir la survie et la vie de toutes ces populations, pour les cas de chez nous, qui sont faciles à intégrer dans les groupes armés, nous disons que cette activité soit maintenue. Parce que sinon, tous ces gens, ils vont maintenant se rallier à tous les maïs et ça sera, la situation devra encore être beaucoup plus pire qu'aujourd'hui. Et c'est pour cela que dans les études, les leads, ils ont trouvé
ça fait fonctionner l'économie. Quand il y a une suspension dans les marchés, il y avait beaucoup plus de passages, il n'y avait personne qui achetait. C'est comme si tout l'argent qui circule à Bukavu vient de l'exploitation artisanale. Merci. Bon, j'aimerais remercier nos présentatrices, ça a été très, très enrichissant. On peut les applaudir. Et merci aussi à l'interprète qui a dû faire l'interprétation presque complète. Bon appétit à tous.